pour l'instant, nous accueillons Agnès sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Agnès. Bonsoir Olivier. Bonsoir Agnès. D'où nous appelez-vous Agnès et quel âge avez-vous? J'ai 65 ans et je vous appelle d'une ville du Rhône. D'accord, très bien. De quoi voulez-vous me parler Agnès? Je voulais vous parler de l'affaire Squash, telle que je la présente sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire 7781 20 juillet 2022, Oui. qui est l'histoire d'un transgenre reconnu adulte handicapé Oui. et qui a été enfermé sous la contrainte dans un établissement psy de Haute-Savoie pendant 10 jours sous X, où il est mort. Bon, alors ça fait beaucoup d'informations, bien évidemment. Vous parlez de cette personne transgenre reconnue comme handicapée. Pourquoi en fait reconnue comme handicapée? Parce que le fait Parce qu'il mesure 1m50 en fait. D'accord, donc ça n'avait rien à voir avec sa transsexualité. Ah non, pas du tout. D'accord, ok. Non mais on pouvait faire une confusion de la manière dont vous l'avez... donc, oui. Vous aviez des liens, quels liens avez-vous avec cette personne? Alors d'abord c'était mon fils, donc je suis sa mère. D'accord. Il s'appelait Steve jusqu'en 2013, oui. C'était un garçon. Oui. Et en 2013, donc acté par le tribunal de Vienne dans l'Isère, il est devenu mademoiselle pour l'état civil, donc Ève. D'accord, il est devenu elle, Tout à fait. et il est devenu Ève. Parlez-moi de Steve, d'abord. Parlez-moi parce que il est toujours important je dirais, de rendre hommage et de rappeler quelle vie a eu Steve, d'abord. Comment tout cela, il l'a vécu, comment il a ressenti... sans doute vous a-t-il dit qu'il ne se sentait pas dans le bon corps. Enfin, comment vous en parlait-il avant? Eh bien, en fait, il en a très peu parlé. Et je vais décompter ça en 3 parties, en fait. Oui. Quand il était petit, il portait les robes de sa sœur. Mais pour nous, ça ne nous choquait pas, parce qu'il aimait beaucoup dessiner des vêtements, des petits patrons, des ensembles, sur une silhouette féminine qu'il avait fabriquée lui-même. D'accord. Et pour nous pensions qu'il deviendrait couturier. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de grands couturiers qui ont suivi ce chemin-là très jeune. Hein. Absolument. La deuxième partie, c'est un jour il m'a appelé alors qu'il était en couple. Hein. Steve, c'était vraiment un mec qui avait énormément d'amis, qui était très beau. Les filles l'adoraient. Oui. Il a eu beaucoup d'aventures malgré sa petite taille. C'était vraiment ça qui le chagrinait, c'était cette petite taille. Hein. Il y avait... Oui. Et 1m50, c'est pas grand, oui. Non, c'est pas grand pour un homme, oui. Et un jour, il m'appelle, alors qu'il était en couple depuis au moins 6 ans. Et il me dit, tu ne devineras jamais, maman. Je lui dis non. Je viens de découvrir quelqu'un, mais qui est exactement comme moi. Je lui dis, bon sang, c'est quoi? Il me dit, je viens de découvrir Marcel Bascoula, ce clochard magnifique dessinateur qui a vraiment immortalisé sa ville de Bourges. Il s'habillait en femme, avec des vêtements qu'il créait lui-même. Bon, malheureusement, il est mort étranglé. Il est mort étranglé? Oui. Il a été assassiné, donc? Tout à fait. C'était quand, cette histoire, Agnès? Marcel Bascoula? Oui. Oh, ça date c'est très récent, c'est le XXe siècle. Hein. Ah d'accord, ok. Non, je n'ai jamais entendu parler de lui. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Oui, non, c'est la première fois que j'entends parler de lui. Oui, c'était vraiment un dessinateur... de talent. Hein. Marcel Bascoula, dites-vous. Hein. Tout à fait. J'irai voir. Ok. Oui. Et donc là, à ce moment-là, oui, vraiment, je me suis posé des questions. Je lui ai dit, mais tu veux me faire comprendre quoi? Et en fait, c'était soit il en avait trop dit, soit pas assez. Et on n'a pas eu le dialogue qu'il fallait à ce moment-là. Et la troisième partie, eh bien, en fait, c'est que il est tombé amoureux d'un policier municipal qui est devenu une femme aujourd'hui, lui aussi. Oui. Et à partir de ce moment-là, il nous a dit moi ce que je veux c'est devenir une femme. Et si vous voulez, ça a été une révélation. En même temps, ça a été très très cruel pour moi parce que j'en ai pleuré. J'ai dit mais comment ça se fait que tu t'en es pas rendu compte? Oui. Vraiment, ça Alors a été... que vous répondait-il en fait à ce moment-là?
il a vraiment, il noyait le poisson en fait. Il n'osait pas vraiment le dire, mais cette rencontre l'a affirmé. L'a affirmé, il est devenu déterminé. Il La en a plus rencontre jamais. avec ce policier ou avec... Oui, voilà, d'accord. c'est ça, avec ce policier municipal avec qui il avait eu une liaison d'ailleurs. Et, euh, et par la suite, eh bien, il m'a demandé si je pouvais l'aider dans sa transition. C'est vraiment, j'avais vraiment l'impression de faire le deuil de mon fils Ben, en ignorant que je le oui, ferais une deuxième fois, bien oui. sûr. C'est bien évidemment un réflexe, je veux dire, sans vouloir choquer qui que ce soit, mais c'est un réflexe normal de Absolument, parents. c'est ça, On a vu un petit garçon et puis ensuite un jeune homme absolument. grandir. Voilà, c'est d'un seul coup. Je pense que c'est lié à une espèce d'horloge émotionnelle. L'annonce de cela ne peut pas Oh être, oui, ne peut pas c'est bien être une annonce. assimilé, vous voyez, tout de suite par Oui, le oui, papa ou la maman, parce que non, c'est c'est ça. trop d'un seul coup. On est vraiment devant la réalité là, Ouais, oui. ouais, ouais. Ce qui est assez étonnant dans l'histoire de Steve, c'est que voilà, il vous révèle ça à 13 ans, alors que, si j'ai bien compris, il était avec des filles. Avant, il a Oui, beaucoup de... oui, oui, tout à fait. Ah oui, absolument. D'accord. Mhm. Oui, oui, et c'est vrai qu'après, avec le recul, on se dit, mais c'est vrai que même s'il était avec des filles, bah, finalement, c'est vrai qu'il y avait un truc qui n'allait pas. On voyait qu'il n'était pas vraiment, vraiment heureux. Mhm. Voilà. Bon, alors on l'accepte, et puis je me dis, moi j'aime mon fils, bah écoute, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. D'accord. Et ça a été un parcours du combattant parce qu'elle a fait vraiment d'humiliation. C'est vraiment, je regrette pas de l'avoir fait avec lui parce que j'ai découvert tellement de choses, Oui. mais tellement Alors, de justement, tristesse. voilà, Ouais. aujourd'hui, on parle d'une France, d'un pays où les choses ont largement avancé, où Oui, les choses se sont libérées. Vous savez, j'aime bien, moi, mm, entendre tous ces discours vous très avez raison, oui. démagos, où finalement, la France reste un pays Superbe. totalement Mm, homophobe, transphobe, un absolument, pays raciste. absolument. Et les Français aiment bien se raconter des histoires. Vous savez, Oh oui. quand on doit se présenter en tant que Mm. Français, voilà, c'est la France est formidable. Sauf que Ah non, oui, que oui. la France est un... Je ne suis pas raciste, je suis ouvert, et Oui, puis oui, tu parles. mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Absolument pas, Ne serait-ce qu'au niveau des institutions. Alors, justement. j'ai été l'un alors pas le premier, mais en tout cas, j'étais dans les réalisateurs il y a 17 ans, avec mon ami Hugo Lopez, qui est réalisateur aussi, Oui. on a réalisé un film qui s'appelait Ceci est mon corps et qui portait sur Ah justement oui, le je me rappelle. genre. Euh, Oui. et, euh, et je me souviens avoir découvert à l'époque ce parcours du combattant dont vous parliez il y a quelques Oh, secondes, oh où, mon Dieu, oui. où on en était encore à... C'est très alors, archaïque, hein, oui. après quelques peut-être 2 ans ou 3 ans après, ça n'était plus le cas. Mais au moment où nous commençons ce film avec Hugo, euh, c'est encore considéré comme une déviance Une tare, hein. psychiatrique, quoi, Et ben enfin une voilà, c'est maladie. ça. C'est exactement le mot. Je l'ai accompagné. C'est moi qui prenais les rendez-vous, donc je prévenais bien à l'avance pourquoi nous venions. Oui, Alors on nous recevait, et dès qu'on le voyait, eh ben c'était dégagé, on s'occupe pas des déviances. Mais c'était horrible. Autant je voyais Steve, qui était vraiment un mec dur, quand il est devenu Eve, que c'était vraiment la reine de, oh, j'ai envie de dire, de la naïveté, et qui pleurait tout le temps, chaque fois que j'y pense, j'ai ces deux extrêmes, j'ai le cœur qui est bien déchiré. sûr, bien sûr. Je me dis, c'est pas possible qu'on fasse autant de mal à un être humain. Mais alors, rentrons dans le détail. Quand vous dites que Oui, vous l'accompagnez donc à des rendez-vous où oui, on refusait de s'occuper de lui, là, on est hors la loi, parce que la loi dit aujourd'hui plusieurs choses. tout à fait. Donc, il avait le droit à des soins, Steve. Il a... Ah, c'est ça, oui. Et donc, on lui a refusé ses soins? On lui refusait. C'est-à-dire que c'était vraiment fait, mais vraiment, c'était très sournois. Par exemple, je sais qu'on a été à un hôpital qui se trouve à Saint-Genis-Laval, donc il ne s'occupe que de ça. Quand il a été reçu, j'étais avec lui, on lui a dit, mais pourquoi vous voulez devenir une femme? Est-ce que c'est pour cacher votre homosexualité? Et là, on est dans un déni, mais Non, mais dans là, on une est surtout dans horreur. une bêtise sans nom. Pouh,
la bêtise, même, je ne sais même pas si le mot est suffisant. Ben, oui, non, vous avez raison, parce que ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que non. Rien. Et j'insiste bien C'est sur un ce médecin type de qui lui a posé cette comportement. question? Ah oui, 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 tout à fait. Eh ben, dites Oui. donc. Quelqu'un qui était dans une clinique spécialisée lui pose ce type de questions? Et pas qu'à lui, parce que dans la salle d'attente, donc il y avait plusieurs personnes comme Steve, et toutes celles qui étaient passées avant ressortaient complètement démontées. Donc je pense qu'elles avaient toutes eu droit à la même question. Et j'avais dit à Steve, est-ce que tu veux qu'on porte plainte? Il m'a dit non, maman, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Effectivement, il s'est débrouillé, il a trouvé un endocrinologue qui était un peu plus compréhensif que les autres. Dans la région? Non, il a été jusqu'à Dijon. Oui, ben voilà. Voilà, oui. J'allais vous poser la question si, finalement, dans votre région, qui est un peu retirée, oui, il tout à fait, n'a pas oui. Oh là là. subi, finalement, le traitement réservé aux trans dans ces régions de province où on n'a pas l'esprit autant évolué que dans des grandes villes. Vous voyez, ça n'est pas à dire que les gens sont bêtes, mais non, bien sûr que non. C'est vrai que ça n'a pas fait le même chemin dans des grandes villes comme Bordeaux, Paris, Marseille, Strasbourg, Brest, que dans des régions comme ça très dures, en fait, parce qu'elles sont dures, ces régions-là, pour ça. C'est pas facile même d'être gay dans ces régions. Mais non, bien sûr que non, bien sûr. Et puis de toute façon, dès qu'on prononce les mots LGBT, tout de suite, les gens ont de très mauvaises images dans la tête. Au lieu de voir un être humain qui est comme tout le monde, non, c'est tout de suite les mauvaises images. Et après, on s'en sort plus. C'est pas la peine. On peut pas se battre contre ce genre de choses. Mais vous savez, je vais vous dire, Agnès, le souci aujourd'hui avec Internet, c'est que il faut être pour ou contre. Vous voyez? Ah bah oui, il n'y a pas de juste milieu. Et finalement, les gens qui, tout à coup, s'élèvent contre le fait que quelqu'un soit trans ou gay ou toute autre chose, beaucoup de personnes se sont revendicatives comme ça et affichent leur rejet de l'autre, alors que ça ne les concerne même pas, finalement, parce que ça ne les concerne pas. Puis chacun fait ce qui lui plaît. Ça ne les concerne pas. Bon. Voilà. Donc, il a trouvé un endocrinologue qui s'est occupé de lui. Il a entamé donc sa transition. Exactement. Donc, on a vu la transformation tout de suite. Et je dois dire que Ève était une très, très jolie femme. Vraiment, oui. Mais vraiment, alors, vous m'avez dit qu'à ce moment-là, elle avait rencontré ce policier municipal. Voilà. D'accord. Et donc lui était amoureux aussi d'elle. Il vivait une histoire d'amour tous les deux? Non. La suite de l'aventure a montré que Ève était tombée sur un pervers. Point barre. D'accord. Qui avait certainement des fantasmes à assouvir. Et d'ailleurs, qu'il a dit lui-même, quitte à être un miasme, autant vivre toutes les vies en une seule. Donc, ce qui vraiment, on a tous compris le personnage. Oui. Et une fois qu'il a, je veux dire, abusé de Steve Ève, je dois dire après, puis qu'il a laissé tomber comme une merde, et vous m'excuserez le mot, eh bien, il est parti à d'autres amours, il est allé se faire opérer, il est devenu une femme, il s'est fait refaire le nez, des tas de trucs. Oui. Et je ne l'oublierai pas. Voilà. Et à partir de là, Steve Ève a fait une grosse dépression. Vraiment, j'ai craint pour sa vie. C'est cette rupture qui le plonge dans la dépression? Complètement. D'accord. Ah oui, qui l'a bouleversé. Oui. D'accord. Je m'étais adressée au maire de l'époque, d'ailleurs, pour qu'il prenne un arrêté pour qu'il puisse le faire hospitaliser. Oui. Et en fait, le maire n'en a pas tenu compte. Et j'ai dû faire déménager donc Steve Ève de la région pour le mettre à l'abri ailleurs. Mais le mettre à l'abri de cette personne-là? Oui, parce qu'on a voulu attenter à 6 jours 2 fois. Alors quand je raconte toutes ces histoires, on me dit « Oh, écoute, mais tu racontes n'importe quoi ». Non, je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai vécu avec Steve Ève, j'habitais à côté.
Je l'ai ramassé quand ça n'allait plus. Oui. Je ne l'ai jamais abandonné. Jamais. D'accord. Même si aujourd'hui, on veut me faire croire le contraire. Mais lorsque vous dites qu'on a attenté 2 fois à sa vie, que s'est-il passé exactement? Alors, la première fois, je n'ai pas bien compris, mais on l'a attendu dans un coin, on lui a cassé la gueule, mais vraiment bien comme il faut, il a réussi à s'en sortir. Parce qu'avec une clé, il a réussi à la mettre dans l'œil de l'agresseur. Et la deuxième fois, une voiture l'a voulu l'écraser. Oh là là. Alors, j'insiste bien sur une chose, c'est que aujourd'hui, l'affaire dont je m'occupe, et je me bats depuis 2 ans, 2 ans pour faire connaître ce fait divers dramatique dont personne ne veut parler, étant donné que personne ne répond à mes questions, étant donné qu'on m'a mis devant un fait accompli en me disant toi, la mère du Travelo basané, tu la fermes, tu peux rien faire. Moi, Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Parce que c'est important que ceux qui tiennent ce type de propos puissent se sentir un peu à un moment sous le feu du projecteur. Vous voyez? C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça, le Travelo basané, je l'ai entendu quand on est venu m'annoncer sa mort, alors qu'il était mort déjà depuis 6 jours. Donc déjà, il y a un problème. Et quand je me suis présentée le lendemain pour la remise du corps, j'ai entendu ça. Je ne peux pas dire où, là, encore là. Mais c'était des gens en uniforme. D'accord. Voilà. Il y a... C'est terrible, chaque fois que j'y pense, c'est horrible. Ben oui. Vous m'étonnez. Vous êtes sa maman. Donc, mais d'abord, j'aimerais savoir, oui. Quand il met cette clé-là dans l'œil de son agresseur, il a été retrouvé, cet agresseur? Non, bien sûr que non. D'accord. Et la voiture, c'est pareil, celui qui a essayé de l'écraser? Et la voiture, je sais juste qu'elle était blanche, c'est tout ce que je sais. D'accord. Donc, ce sont des gens du coin qui ne supportaient pas, finalement... C'est-à-dire que, oui, vous savez, on ne va pas tourner autour du pot. À partir du moment où on tombait sur... on attirait un peu trop le regard sur le service de la sécurité de cette ville. Donc, ça mettait quand même le maire en porte-à-faux. Ça mettait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais vous dites mettre en lumière les services de sécurité de cette ville. En quoi vous les mettiez en lumière? De la police municipale? Oui, parce qu'il sortait avec un policier municipal, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc ça s'était mal vu. Donc ça faisait mal effet. Oui. Vous savez vraiment, oui. Mauvais effet. Je me doute que là-bas, c'est en Haute-Savoie que vous êtes. C'est ça? Non, je suis là. Moi, je suis dans le Rhône. Alors, moi, je suis depuis 2 ans. Je fais toutes les villes de France parce que je suis SDF en fait. Mais ça, c'est rien. C'est pas grave. Mais tout ça, c'est passé où exactement? Eh ben, je vais le dire parce que je n'ai aucune peur de le dire. Ça se passait à Villefontaine dans l'Isère. D'accord. Donc on est comme on s'est dit dans la province assez reculée, en fait. Ah oui, alors. Ah oui, le trou du monde. Voilà. Agnès, donc la vie de Steve, Ève, devient très compliquée et devient même dangereuse à l'époque. Oui, absolument. Donc, elle est vraiment dangereuse. Quelles mesures vous allez prendre par rapport à ça? Parce que au moment où il est agressé, il est avec ce policier municipal? Non, ils avaient rompu. Ah, ils avaient rompu, d'accord. Oui. Donc lui habitait un petit appartement, c'est ça? Ça se passait comment pour lui? Oui. Il était indépendant, il n'y avait pas de problème. Voilà, et je l'ai fait déménager en fait. Comme j'ai vu que personne m'aidait, parce que j'avais vraiment demandé de l'aide, aussi bien aux services sociaux qu'au maire, personne n'a voulu m'aider, donc je l'ai fait déménager. D'accord. Et je l'ai installé ailleurs. Voilà, je l'ai. Dans quel état était-il à ce moment-là? Il est en pleine dépression? Comment vous le sentez? Oui, vraiment dépression, mais quand il a su que j'avais trouvé un appartement, qu'on allait pouvoir le faire déménager, il s'est senti soulagé, vraiment soulagé. D'accord. Voilà. Donc ce déménagement s'est fait au final? Voilà, oui. D'accord. Et je crois que c'est à Nantes que elle déménage, c'est ça? Voilà, donc on la retrouve à Nantes, exactement. D'accord. Et à Nantes, elle vit depuis bien 6 ans avec son chien. Comment ça se passe à Nantes? Comment ça se passe à Nantes pour elle? C'est une ville... non,
à part qu'elle disait qu'il faisait pas beau, enfin il pleuvait souvent, ça allait. Mais Nantes Voilà, est une elle était grande loin de ville, tout. pour le coup, Oh oui, et c'est oui, une oui. ville étudiante, et pour le coup, Oui, de jeunes, oui, oui. je suis allé tourner à Nantes, et j'ai croisé plusieurs personnes transgenres à Nantes, C'est ça, qui avaient l'air exactement. vraiment de vivre en toute quiétude. Voilà, je me souviens avoir croisé deux Oui, personnes oui, trans oui, à la gare de Nantes. oui. Euh, et, et voilà, je me souviens que euh, ils dégageaient, elles dégageaient toutes les deux une tranquillité, de la sérénité plutôt. Oui, Donc, tout à fait, c'est un apaisement, oui. je crois que quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les grandes villes, les mentalités ont vraiment évolué, et Oui, il y oui, a, oui. il y a, il y a Dieu quelque chose merci. qui a Oui, changé grâce à cette oui, génération de jeunes gens, hein, parce que cette oui, génération est beaucoup plus a beaucoup plus l'esprit ouvert. En tout cas, c'est il y a ça. une tolérance chez les jeunes, chez C'est les ça, la tolérance, oui. 20-35 ans aujourd'hui, Mm. qui n'est pas celle des gens de 50, 60 ans. Même si, Non. même si on a évolué aussi, hein, avec tout Oh oui, ça. heureusement. Bah oui, il faut. Donc, que s'est-il passé puisque ça allait plutôt bien, à part la météo? Elle se plaisait à Nantes, que lui est-il arrivé? Eh bien, en fait, enfin, c'est pas qu'il lui a, enfin, il lui est arrivé. Ce qu'il y a, c'est que elle s'est retrouvée du jour au lendemain, quand même, où sans ses repères habituels, où elle s'est rendue compte, je pense qu'il devait y avoir, mais ça arrive souvent chez ces personnes, des regrets d'une ancienne vie où on avait beaucoup d'amis, où on sortait, où on pouvait aller à la piscine sans avoir honte. Mhm, Voilà. mhm. Plein de choses que ne peut plus faire un transgenre qui n'est pas opéré. Voilà. D'accord, d'accord. Et elle avait son chien, et puis je pense que petit à petit, elle s'est peut-être Isolé? isolée, c'est ça, exactement. En fait, Mhm. moi je dirais, elle est devenue agoraphobe. D'accord. Elle n'avait pas de copains ou de copines là-bas à Nantes? Elle me disait souvent qu'il y avait un problème, ils n'étaient pas sur le même niveau de, comment dire, pas de mentalité, mais intellectuel. Parce que Steve, Eve, aimait beaucoup dessiner. Oui, Il avait écrit pas mal de romans, pas mal de choses très très intéressantes. oui. Vraiment. Euh, c'était vraiment quelqu'un. Et il restait souvent donc à la maison parce que c'était un pro de l'informatique et il était capable de démonter et de remonter un ordinateur en temps record. Mhm. Donc ça, c'était son truc. D'accord. Voilà. C'était un artiste aussi. Vous me disiez C'était un artiste. qu'elle dessinait Oui, oui. beaucoup. Donc, Oui, elle dessinait beaucoup, exactement. mhm. C'était, j'ai envie de dire, c'était un éveillé, mais qui n'était pas du tout, enfin, qui était pas à sa place. Voilà, Oui. voilà. Elle n'était Bon, pas, comme beaucoup, hein, comme elle beaucoup. n'était Hein. pas à sa place. Elle n'a jamais trouvé sa place, visiblement. Non, voilà, c'est ça, absolument. Malgré toute la compréhension dont on pouvait lui prouver, hein, quand on avait à son égard, tout l'amour qu'on pouvait lui trouver, lui donner, il y avait toujours quelque chose, il y avait un manque, il y avait un truc qui n'allait pas. Mhm. Bon, alors maintenant, dire probablement dépressive, bien sûr, mais de là à me dire, quelques années après, on la retrouve en Haute-Savoie, on ne sait pas pourquoi, dépouillée de tout, absolument de tout. Et dire enfin, un diagnostic de psy, sans la connaître ni d'Adam ni d'Ève, en 5 minutes, dire qu'elle était psychotique et qu'elle faisait un voyage pathologique, alors excusez-moi, mais oui, là, je deviens antipsychiatrique. Alors, Il n'y a pas de problème. précisez-moi, parce qu'il y Mm. a une zone d'ombre dans cette histoire, ou C'est alors ça. quelque chose m'a échappé. Euh, Elle est à Nantes, elle vit là-bas, Elle est à Nantes. et vous apprenez euh, euh, qu'elle Elle est à Nantes, qu'elle est oui. internée en Haute-Savoie. C'est ça, l'histoire, c'est ça. Elle est à Nantes et normalement, on devait se voir donc pour son anniversaire qui était le 7 juillet. Oui. Et le 26 juillet au soir, les 2 policiers viennent me voir chez moi pour me dire en fait, votre fils est mort. Il s'est pendu.
Je dis pardon, et ça se passe où? En Haute-Savoie, dans un établissement psy. Mais c'est incroyable, ça. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, j'apprends qu'elle est morte depuis déjà 6 jours. Vous ne l'aviez pas eu au téléphone depuis combien de temps? La dernière fois, c'était en février 2022. Oui. Parce qu'en fait, elle venait d'apprendre. Enfin, elle venait d'apprendre, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à y croire. J'ai toujours pensé que c'était peut-être une histoire, un guet-apens, allez savoir. Elle venait d'apprendre que elle avait un gamin qui avait une dizaine d'années. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est des histoires, en fait, c'est ça. Et je lui ai dit, c'est qui la mère? Et puis c'est un garçon, c'est une fille, pas voulu répondre, comme à son habitude. C'était une fille, s'il y avait une mère. Ça remontait au temps où il avait... Le gamin, oui. Oui, ça devait remonter au temps où Steve fréquentait des filles. Oui, c'est ça. Mais je dis, mais de toute façon, t'es sûr? Enfin, la question stupide qu'on pose n'importe qui, mais t'es sûr que t'es le père? Il me dit, justement, il faut que je le voie, il faut que je voie ce petit, parce que il faut que je le voie s'il est petit comme moi. D'accord. Donc, c'est dire s'il y croyait vraiment. Alors, je vais prendre quelques secondes pour répondre à une question qui m'a été posée au 7 39 21. C'est quoi exactement un trans? Vous me demandez, c'est une auditrice ou un auditeur parce que ce n'est pas signé. Quel mot vous poseriez? Moi, je dirais que une personne trans, c'est une personne qui ne se sent pas dans le bon corps avec le bon sexe, en fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la manière la plus simple d'expliquer. Voilà, une personne trans ressent qu'elle n'est pas en accord avec le sexe qui lui a attribué dès la naissance. Que la nature lui a attribué, en fait. Voilà. Et c'est un parcours vraiment du combattant pour faire ce qu'on appelle cette transition. Pour faire valoir ses droits, en fait, et puis pour faire valoir ses droits aussi. Donc j'espère que j'ai bien répondu à la question, vous qui me la posez. Mais sachez que les personnes trans, encore aujourd'hui, on l'entend, puisque Steve est parti il n'y a pas longtemps. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. On voit que c'est encore une condition très difficile que les personnes trans peuvent, dans leur grande majorité, traverser. Et j'en profite pour vous dire ça, Agnès, parce que on a eu bon nombre de témoignages sur cette libre antenne de personnes trans qui nous ont témoigné de leurs difficultés à vivre en province. En province, c'était très compliqué. Très compliqué. Donc, vous l'avez au téléphone en février et vous apprenez quand qu'il a cette mort, en fait? Je l'apprends le 26 juillet 2022. D'accord. Donc, vous ne parliez pas très régulièrement, tous les deux? Non. C'était... à ce moment-là, je suis partie sur le principe qu'il allait donc faire ses recherches pour trouver cet enfant. D'accord. Voilà. Donc, on est parti sur ce schéma en gardant à l'esprit que s'il y avait quoi que ce soit qui se passait, donc on s'appelait immédiatement. Voilà. J'ai respecté son désir. Aujourd'hui, je le regrette. Mais les choses devaient donc se passer ainsi. Et donc, quand on vient m'apprendre le 26 juillet cette nouvelle, je suis coupée en deux. Et le lendemain, je dois donc me rendre en Haute-Savoie pour qu'on me remette le corps. Et c'est donc le 27 juillet. Et ce 27 juillet, ça a été vraiment... vous m'en rappellerez, je crois, jusqu'à ma mort. Vous savez, les parents d'enfants défunts ont souvent des intuitions qui sont surdéveloppées. Et quand on m'a remis le corps de Steve F., j'ai tout de suite compris qu'il ne s'était pas suicidé. Il y avait, malgré la couche de maquillage qu'on lui a mis sur le visage et tout le tintoum, j'ai bien vu que Steve avait beaucoup souffert, qu'il avait reçu des coups et il avait une fracture sur la tempe gauche, de celle qui vous assomme pour toujours. Voilà. Donc vous pensez que Steve a été assassiné, en fait? Absolument. Absolument.
et qu'on a voulu masquer par un suicide. Voilà, je n'arrête pas de le dire. Je l'ai dit au procureur de la République, ma plainte a été classée sans suite, et je ne l'ai su qu'1 an après. J'ai prévenu Moretti, Darmanin. De toute façon, on m'a dit, prenez un avocat. Il n'y a pas de problème. Moi, je viens de porter plainte pour homicide volontaire. Le problème, c'est que l'avocat, j'ai le droit à l'aide judiciaire totale, mais aucun avocat ne m'a été désigné, aucun avocat ne veut s'occuper de ce dossier. Voilà. Parce que, voilà, aujourd'hui, vous savez que ces avocats revendiquent qu'ils ne sont pas assez payés pour cette aide judiciaire. Voilà. Hein. Alors, on doit faire tout le boulot. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans. Voilà. Qu'avez-vous découvert, Agnès? D'abord, comment est-il... vous avez employé le mot incarcéré tout à l'heure. Oui, c'est une incarcération. Pour moi, c'est une prison, hein, là où il a été. Alors, on le retrouve en Gardésian. Il s'est réfugié dans un train. Et aussitôt, les pompiers, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Est-ce que c'est la police ferroviaire? Est-ce que c'est les pompiers? Est-ce que c'est la police municipale, nationale? J'en sais rien. Personne ne m'a répondu. C'est l'omerta totale. On l'emmène, on le transporte donc aux urgences de l'hôpital de Thonon-les-Bains, où là, je réussis à avoir le papier où c'est écrit noir sur blanc, ne présente aucune envie suicidaire. C'est écrit noir sur blanc. Et dans l'heure, on le transporte, alors qu'il est inconscient, sous double contention, on le fait enfermer à l'EPSN 74, à l'isolement, sous double contention. Pendant 10 jours, sous X, puisqu'il n'a jamais pu prouver qui il était, alors qu'il suffisait d'un simple relevé d'empreinte. Il n'a jamais pu prouver qui il était. Et pour moi, c'est un crime raciste, crime transphobe, mais de toute façon, ça a un rapport. Mais c'est pas possible autrement. Parce qu'il y a 2 affaires en une. C'est comment se fait-il qu'il se soit retrouvé en Haute-Savoie, dépouillé de tout, et comment se fait-il qu'alors qu'il devait être sous la protection de l'EPSM 74, qu'on le retrouve pendu 10 jours après. Et qu'en plus, qu'on ne me dit absolument rien, mais rien de rien. C'est-à-dire que je ne peux même pas faire valoir mes droits à une indemnisation ou quoi que ce soit, puisqu'on m'a refusé la copie du dossier médical. Et la défenseure de droit s'est mise du côté de l'EPSM 74. Je ne suis au courant de rien. Ça fait 8 fois que je réclame le dossier des conclusions de la mort. Ça fait 8 fois qu'on me dit « refaites votre demande dans 2 mois ». C'est pas possible. On ne peut pas me prendre pour une andouille comme ça jusqu'à la fin des temps. Je sais que j'ai raison. Alors, qu'est-ce qu'on veut me cacher? De quoi a-t-on peur? Je suis prête au pardon, je demande juste la vérité. C'est tout. Je ne suis pas dans le conflit, je ne suis pas dans la vengeance, je veux juste la vérité. La vérité pour Steve, parce que Absolument. Vous parlez d'un crime transphobe. En tout cas, c'est votre... C'est mon sentiment. C'est mon sentiment. Maintenant, je dois dire que le jour où on l'a retrouvé pendu, il était passé devant le juge de liberté de la détention. Ce juge a accepté, parce que Steve a bien dit, je suis ici sur un malentendu. Tout ce que je veux, c'est retourner chez moi, payer mon loyer, et retrouver mon chien. Donc, le juge a dit, on peut le faire repartir chez lui à Nantes avec des soins appropriés dans une structure appropriée. Or, la direction de l'EPSM 74 s'y est opposée. Pourquoi? Donc, qu'on m'explique. Pourquoi? Eh bien, justement, qu'on m'explique quelle est la hiérarchie, enfin la puissance de hiérarchie qui existe entre un juge des libertés et de la détention et un service administratif d'un établissement psy. Il faut qu'on me dise. Là, je ne comprends pas. Et quand ma plainte a été classée sans suite, je me suis adressée, parce que j'ai fait toutes les ficelles, tout. Je me suis adressée au doyen des juges d'instruction de Bonneville en Haute-Savoie et j'ai porté plainte pour homicide. Il m'a dit, effectivement, c'est bien l'homicide involontaire. C'est écrit noir sur blanc.
Ah, on parle d'un homicide involontaire maintenant. Voilà. Et 6 mois après, donc très récemment, il m'envoie un papier, une ordonnance d'incompétence. Qu'il faut que dans ce cas-là, puisque je suis absolument décidée à porter plainte pour homicide volontaire, je dis bien volontaire, il faut que je m'adresse au juge d'instruction d'Annecy. Ce que j'ai fait, ça fait 3 mois. Donc je pense que là, on veut simplement me voir à l'usure. Bon, ça ne fait que 3 mois, Agnès. Donc, sachez que le temps de la justice n'est pas le temps des citoyens. Oui. Donc, mais absolument. Voilà, bien dit, merci beaucoup. Je suis désolé de vous dire ça, mais 3 mois, on est dans des délais. Les juges, je l'expliquais encore pas plus tard qu'hier soir. En plus, avec les vacances, oui. Oui, et puis les magistrats sont malheureusement débordés. Donc, les dossiers sont généralement traités au fur et à mesure. Et même si c'est un dossier d'homicide, puisque c'est ce dont vous parlez, il y a de grandes chances que ça prenne encore quelques mois. Vous, votre soupçon, en tout cas ce que vous pensez, c'est qu'il a été assassiné par qui, dans quelles circonstances? Vous avez un peu une idée là-dessus? Alors, justement, comme je disais, personne ne me dit rien, personne ne me répond. Donc, ça veut dire que je suis libre de penser ce que je veux. Je suis libre de dire ce que j'ai envie, puisque de toute façon, tout le monde s'en fout. Je reste sur le fait que, malgré qu'il soit passé devant le juge des libertés et des détentions, pourquoi son avocat commis d'office, à qui j'ai écrit pour demander une obligation de résultat, et qui ne m'a jamais répondu, pourquoi cette personne n'a pas conseillé Steve F. de porter plainte pour le vol de ses papiers, pour le vol de son argent, puisqu'on lui a volé 600 €. Là-bas, dans l'hôpital psychiatrique? Non, avant d'y arriver, justement, c'est pour ça qu'on l'a retrouvé sans rien du tout dans la gare d'Évian-les-Bains. On l'a retrouvé, elle n'avait rien. D'accord. Et c'est là sans doute qu'il a été arrêté par la police ferroviaire? C'est ça, exactement. Parce que moi, je pense qu'il était nu. Qu'il avait même plus de chaussures, plus rien. J'ai écrit à tout le monde, police municipale d'Évian-les-Bains, gendarmerie, commissariat, les pompiers. Et il n'y a que la police municipale qui m'a répondu, ce sont les plus honnêtes, en me disant Madame, on a fait des recherches et on n'a absolument rien trouvé sur ce fait qui s'est passé en gare d'Évian-les-Bains. Alors déjà, c'est une interrogation de plus. Et quand je réclame qu'on me rende au moins les affaires que Steve F. avait sur lui, sur elle, on me dit qu'il n'y avait rien. C'est pas possible. C'est impossible. Non, ce n'est pas possible. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, je n'en démordrai pas. J'ai dit que je le ferais jusqu'à mon dernier souffle. Et croyez-moi, ces 2 années, elles m'ont usée. Je n'en peux plus. C'est la seule chose qui me tient debout, là, aujourd'hui. Vous parlez d'un fait curieux, c'est que dans cette clinique, il y a eu plusieurs cas de suicide et plusieurs plaintes de familles qui n'ont pas abouti. Classées sans suite, absolument. Et j'ai bien regardé tous les cas qui avaient été traités, les cas d'abus, c'est-à-dire d'internement abusif, qui ont été traités par la Cour de Chambéry. Il y en a pas mal. J'ai remarqué, il y en a pas mal. J'ai passé mon temps sur Internet pour ça. J'ai préparé vraiment mon dossier. Je me suis dit, je vais vous dire, je me suis même inscrite en fac de droit, là, pour septembre, pour pouvoir encore plus affiner mes connaissances, pour ne pas être prise au dépourvu. Parce que je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi les droits les plus élémentaires, les droits humains les plus élémentaires de Steve F. ont été bafoués. Et pourquoi ni SOS Racisme, ni la Ligue des droits de l'homme, ni la Cour européenne de justice, mais surtout ni aucune association et LGBT, aucune association LGBT ne m'a répondu. Aucune franchement, non. Enfin, je lance tout de même un appel ce soir on dirait que tout le monde à a celles peur. et ceux qui peuvent quand même peut-être se manifester
quand même faire une marche, quelque chose. Mais non, mais au moins déjà vous prêtez main forte pour peut-être vous aider tout ce que je demande. À élucider tout ça. Parce que je vais finir par m'enchaîner au portail ou à faire une grève de la faim pour que enfin, on entende ma voix et on arrête de traiter ce cas dans la rubrique des chiens écrasés. Et encore un chien écrasé, je pense que il aurait son petit entre filets. Et si rien, que dalle, rien, mais rien. C'est un cas. Je vous dis, j'ai même demandé à des journalistes, ils m'ont envoyé balader. Voilà. Tous les journalistes à qui vous vous êtes adressé vous ont envoyé balader? Oui, j'en ai un comment ça s'appelle, du Dauphiné libéré. Une fois, il a pris contact avec moi et j'ai envoyé tous les dossiers que j'avais, tous les papiers, et j'en ai plus jamais eu de nouvelles. Ah, j'ai dit mince, est-ce que je me suis fait avoir? Parce que c'était vraiment un journaliste. Franchement, voilà. Alors c'est vraiment voilà, j'ai vidé mon sac. Je me sens mieux, vraiment, je vous remercie beaucoup. Parce que jusqu'à présent, personne n'a pris la peine d'écouter ce que j'ai à dire. Or, je ne suis pas folle. Enfin, je suis logique. Il y a bien un truc qui ne va pas. Non, mais surtout, ce qui est important, c'est que Steve Eve a existé. Exactement. Il était un être humain à qui il est arrivé quelque chose de tout à fait anormal. Anormal, et il avait une famille. Il a un frère, hein, me semble-t-il. Hein. Vous avez. Il en a plusieurs. J'ai eu 6 enfants. J'ai élevé seul 6 enfants. D'accord. Steve était l'aîné. D'accord. Voilà. Et donc. Vos enfants vous aident aussi un peu dans ce combat? C'est-à-dire que depuis 2 ans. Non, il n'y a que le dernier. Le dernier qui a 24 ans. Vraiment, c'est vraiment mon. Je crois que c'est mon bâton de vieillesse. C'est le seul soutien que j'ai. Oui. C'est le seul qui m'a accompagnée pendant que les autres m'ont. Les autres ne comprennent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de pudeur. Je ne peux pas leur en vouloir. Il y a de la pudeur. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de reconnaître qu'on a eu un frère transgenre. Je pense que c'est ça surtout qui doit gêner. Et je vous pardonne. Je parle à mes enfants. Je vous pardonne. Je vous aime quand même. Mais ce combat, je dois le mener. Je dois laver la mémoire de votre frère. Bien sûr. Je dois aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Et donc, je me suis coupée d'eux. Je suis devenue SDF. C'est volontaire. C'est pas grave, j'ai appris plein de choses. Comment êtes-vous devenue SDF, Agnès? Comment se fait-il que... Oh là là, parce que, oui, mais parce qu'au début, je suis partie sur un coup de tête. J'en pouvais plus, j'étais très fatiguée. On me reprochait de trop pleurer, mais c'était tout à fait normal. Je peux pas, et puis on m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte? Tu risques gros, ou tu vas avoir des menaces, et patati et patata. Mais je m'en fiche. On m'a arraché une partie de moi. C'est ce que j'appelle ma part fantôme maintenant. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais quand même pas aller jusqu'à la tombe sans avoir essayé de faire quelque chose. Au moins que j'ai la satisfaction d'avoir essayé de rétablir une quelconque justice. C'est tout ce que je demande. Et donc j'ai été en hôtel. Puis quand on peut plus payer l'hôtel, parce que j'ai qu'une pension, moi c'est tout, je suis retraitée, hein, on essaie un petit peu les squats et on fait de très belles rencontres dans les squats. Hein. Faut pas non plus dire qu'il y a que des clodos ou quoi que ce soit. Il y a des gens très bien. Il y a des architectes, il y a des sociologues, il y a de tout qui ont eu un accident de la vie, comme moi, et qui sont là heureusement, qui sont très humains, peut-être plus humains que les gens qui nous entourent habituellement. Voilà, et puis quand on retrouve un peu d'argent, on retombe dans les hôtels. Voilà, c'est ça. Et puis c'est prendre les bus longue distance, les bus de nuit, pour pouvoir économiser des nuits d'hôtel. Et c'est faire toute la France, parce qu'on a entendu parler de quelqu'un qui a bien connu le PSN 114, qui se trouve à Brest, et on va jusqu'à Brest pour essayer de le rencontrer. Voilà, c'est ça. Ma vie, ces 2 dernières années, je l'ai faite avec mon fils. Lui, il est extraordinaire. Il est en dernière année là, d'art, d'école des arts de la Sorbonne. Il l'a fait à distance pour pouvoir rester avec moi. Il l'a réussi. C'est un génie. Il a de très bons résultats. Et la seule dernière chose que je voudrais dire, c'est que la mort de Ève doit servir à quelque chose.
Et c'est pour ça que je dis, je ne demande aucune compensation financière. Si il y a un procès, s'il y a une compensation financière, je demande à ce qu'elle soit versée entièrement à la recherche contre les maladies neurodégénératives. C'est tout ce que je demande. Pour bien faire comprendre que je ne suis pas dans le conflit, je demande juste la justice. Je veux que justice me soit rendue. C'est tout. Et dernière chose, je ne suis ni pro, ni militante LGBT, mais je respecte ces personnes. Il y a un SMS qui tombe et je ne comprends pas vraiment le sens de ces SMS. Les associations LGBT, entre autres, ne veulent jamais entendre parler de sombres affaires de dérive de ce type, car ce serait remettre en cause leur propre modèle de société. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi, remettre en cause leur propre modèle de société? Oui, écoutez, ça veut dire que alors là, ce SMS, je sais pas qui l'a lancé, mais alors c'est la preuve que on vit vraiment dans l'illusion. Alors, c'est pas possible. On nous a menti, c'est ça? Voilà. C'est ça. C'est comme. Ce serait bravo, remettre en cause bravo, leur propre modèle de société. Écoutez, bravo, c'est bravo. Expliquez-moi quelle est votre société. Alors, expliquez-moi quelles sont vos motivations. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis très tolérante. Voilà. Mais je ne comprends pas vraiment le sens de ce SMS. Mais enfin, mais il a eu... c'est bien, il arrive à point nommé. Si vous voulez, ça répond quand même à mes questions. Voilà, à une de mes questions. Voilà, puisque personne ne m'aidait. Écoute, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce que je fais depuis 2 ans. Ça, on va pas... vous savez, ça me fait penser à une maman qui nous appelle depuis 3-4 ans maintenant, d'origine polonaise, mais qui vit là-bas en Basse-Normandie, dans la région de Caen, dont le fils a été retrouvé pendu, mais qui, elle sait que son fils n'avait aucune envie de se suicider. C'est Agnès, la mère de Pierre, et qui se bat maintenant depuis plusieurs années pour faire reconnaître, en tout cas pour faire ouvrir une enquête, parce qu'elle soupçonne vraiment un homicide. Non, mais il faut qu'on fasse une association alors. Mais malheureusement, je vais vous dire, elle affronte un mur de silence et puis elle est en plus d'origine polonaise, la pauvre, donc imaginez. Difficile, oui, pour elle. Oui, tout à fait. Oui, j'imagine et puis parfaitement. appelons un chat, ma chère Agnès. Oui. Lorsque c'est une personne transgenre qui a été retrouvée dans une gare plus ou moins dénudée, en état de clochardisation, de presque, choc, hein. Oui, c'est ça, de choc, et puis qu'on enferme, qui meurt comme ça, le suicide, c'est un raccourci très vite trouvé. Donc bon. Absolument. Tenez-moi au courant, en tout cas, Agnès, de la suite des événements. Vous connaissez notre numéro maintenant, donc n'hésitez pas. Oui, entendu. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Olivier. Mais je vous en prie. Bonne continuation. Et puis, courage à vous, ma chère. Pas de problème. Merci, au revoir. Courage. Bonne soirée, au revoir. Merci.